vous m'entendez? Ok. Bon, donc je vais vous parler des nébuleuses. Et je vais commencer par vous dire que pendant très longtemps, on a cru qu'entre les étoiles, il y avait du vide, du vrai vide, c'est-à-dire une absence de matière. Galilée, par exemple, il regardait les étoiles, la Lune, les planètes, mais il ne pensait pas regarder vraiment ce qu'il y avait entre les deux. Avec le développement des lunettes astronomiques, on s'est rendu compte, en fait, au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, qu'il y avait effectivement quelque chose. Et on a donc commencé à définir le concept de nébuleuse. Alors, à cette époque-là, les nébuleuses, c'était quelque chose, c'était un espace qu'on ne pouvait pas résoudre. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on ne voyait pas les étoiles parce qu'elles étaient trop loin, parce que c'était trop loin et on ne pouvait pas donc les distinguer. Et par exemple, Messier, donc, qui a fait un catalogue qu'on utilise toujours, qui a une centaine d'objets, il a appelé son catalogue les amas et les nébuleuses, les amas d'étoiles et les nébuleuses. Et dans les nébuleuses en particulier, il mettait les galaxies, parce qu'on ne distingue pas, évidemment, il ne faisait pas la différence entre une galaxie qui est à des millions d'années-lumière et les nébuleuses qui sont beaucoup plus proches. Alors maintenant, donc le concept de nébuleuse n'a guère été défini qu'au cours du XXe siècle. Et maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est une définition fort simple, finalement. C'est un nuage, c'est un gaz qui est fait de poussière ou de molécules, ou d'atomes, ou d'ions. Mais c'est simplement un nuage interstellaire entre les étoiles. Alors, on peut se demander pourquoi parler des nébuleuses. En fait, j'ai trouvé trois raisons. La première, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose d'abstrait. On n'en voit peu à l'œil nu, il faut le reconnaître. En revanche, on en voit énormément avec un appareil assez modeste, disons un télescope de 30 cm, 25 ou 30 cm de diamètre. La deuxième raison, c'est que c'est des objets qui sont très appréciés par les astrophotographes. Et vous verrez de nombreuses photos dans la présentation qui ont été prises par des personnes, par des membres de la SML. En fait, vous en voyez une qui a été prise par Stéphane, mais vous en verrez pratiquement toutes les photos que je vais vous montrer, qui sont d'objets, qui sont des nébuleuses, dans le spectre du visible, sont prises par les personnes de la SML. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, en étudiant les nébuleuses, on peut comprendre des phénomènes très importants d'astrophysique, et en particulier les échanges qu'il y a, les échanges de matière entre les nébuleuses et les étoiles. Alors, comment allons-nous Alors, quel plan allons-nous suivre? D'abord, je vais vous décrire, je vais préciser le concept de nébuleuse dans une introduction, puis on étudiera les trois grandes familles de nébuleuses, ce qu'on appelle les nébuleuses en émission, les nébuleuses par réflexion et les nébuleuses obscures. Bon, évidemment, je vais définir tous ces termes-là, et puis on essaiera de conclure. Alors, le milieu interstellaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle le milieu interstellaire, lorsqu'il se situe entre les étoiles, il représente tout de même 10% de la masse d'une galaxie comme la nôtre, une galaxie spirale, hors matière noire. Donc il est constitué de nuages de matière, et essentiellement de l'hydrogène, puis de l'hélium, puis le reste. Le reste ne représentant que 2%, quelques pourcents de l'ensemble. Et toute cette matière est traversée par des ondes électromagnétiques, par des photons. Il y a deux caractéristiques importantes qu'il faut avoir en tête. C'est un milieu extrêmement hétérogène. Alors, regardons en termes de densité. En général, on mesure les densités de ce milieu par unité, par centimètre cube. C'est tout petit. Et la densité varie d'1 millième d'éléments à quelques millions de particules par centimètre cube.
Alors, quelques millions de particules par centimètre cube, ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est beaucoup moins que. Il faut savoir qu'un ultravide de laboratoire, ça fait 1 milliard de particules par centimètre cube. Et l'air que nous respirons, c'est évidemment encore bien plus que ça, c'est 1 milliard de milliards. Donc vous voyez, les densités sont très variables, mais elles sont toujours très faibles par rapport, disons, même à ce qu'on appelle le vide ou l'ultravide de laboratoire. Alors la matière est sous plusieurs formes, poussière, molécules, atomes ionisés, c'est-à-dire des atomes qui ont perdu 1, 2 ou 3 ou plus d'électrons, et puis des électrons. L'ensemble est électriquement neutre, évidemment. La température, elle est également extrêmement variable. Elle varie de quelques degrés. Alors, toutes les températures dont je vais parler sont des températures absolues. Le 0 et le degré Celsius ne sont pas utilisés dans ce domaine-là. Donc, les températures absolues, donc je vous rappelle, le 0 absolu, c'est moins 273 degrés Celsius. Mais la température de ce milieu interstellaire varie de quelques degrés, disons 5, 10, quelque chose comme ça, ce qui correspond à quelque chose d'extrêmement froid, à des températures qui sont quand même assez élevées, de l'ordre de millions de degrés Kelvin. Donc là encore, c'est extrêmement hétérogène. Ensuite, pour les ondes qui sont traversées, ben c'est très simple, il y a toutes les sortes d'ondes. Vous avez les ondes les plus courtes, les rayons gamma ou les rayons X, aux ondes radio qui sont extrêmement longues. C'est d'autre part un milieu dynamique. C'est le MIS, le milieu interstellaire, est tout sauf stable, si vous voulez. Donc, les nuages sont en fait des fluides qui sont soumis à la gravitation, ils vont s'attirer, autrement dit, et ils sont soumis aux forces électromagnétiques qui vont les déformer. Comme ils sont de températures différentes, ils vont échanger parfois de la chaleur. Bref, ils sont très éphémères. C'est-à-dire qu'ils naissent, puis ils vivent selon un certain nombre de processus dans lesquels ils sont plus ou moins en équilibre, puis ils disparaissent. Donc vous verrez, quand on parle des durées de vie de ces nuages, eh ben, on va tomber sur des durées de vie de l'ordre de milliers d'années, millions d'années, mais jamais des milliards d'années. Ça ne dure jamais aussi longtemps, par exemple, que certaines étoiles, que la plupart des étoiles. Donc, les objets sont d'autre part très vastes. L'unité qu'on va utiliser principalement dans cet exposé, c'est l'année-lumière. Donc, ils ont des contours plus ou moins marqués, ça comme ce sont des gaz bien évident qui n'ont pas de frontières comme des corps solides, et ils sont imbriqués les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'on va vous parler par exemple d'un nuage, et à l'intérieur de ce nuage, il y a un autre nuage d'un autre type. Ça, évidemment, ça complique un peu les choses. Alors, dans cet exposé, on va jamais limiter aux régions que l'on peut observer dans le domaine visible. Et il y a 3 types ça je vous l'ai déjà dit, il y a 3 types de nébuleuses que l'on différencie par la température et la nature de la matière. Alors, les nébuleuses en émission correspondent à un milieu chaud. On va voir, c'est de l'ordre de 10 000 degrés Kelvin. Et à cette température-là, la matière est ionisée. Il n'y a plus de molécules, il n'y a plus d'atomes, il n'y a que des ions et des électrons. Ensuite, on verra des nébuleuses par réflexion qui correspondent à un milieu froid. Et la matière est sous forme moléculaire et sous forme de poussière. Vous voyez, c'est complètement différent. Et enfin, on parlera des nébuleuses obscures qui correspondent à un milieu également froid, avec une matière sous forme moléculaire, mais avec encore plus de poussière. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec ces 3 familles, on est loin de faire le tour des nuages du milieu interstellaire. Et volontairement, je ne parlerai pas
de ce qu'on appelle les nuages d'hydrogène atomique, qu'on appelle les régions H1. Là, vous pourriez me dire, d'ailleurs, qu'on a un milieu ionisé et on a un milieu moléculaire. Mais l'hydrogène peut être au niveau atomique. Alors, je n'en parle pas parce que ces régions sont invisibles au niveau lumière visible. Et né le gaz coronal, qui est encore plus vaste, qui est un milieu extrêmement peu dense. On est de l'ordre de 10 moins 3 ions par centimètre cube, et très chaud, de l'ordre d'1 million de degrés. Donc ça, je n'en parlerai pas, et on aura assez à faire avec nos 3 familles de nébuleuses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente juste un petit rappel sur la lumière. La lumière, il y a 2 manières de la représenter. Il y a 2 modèles. Un modèle ondulatoire, on peut dire que la lumière, c'est la propagation d'une onde électromagnétique. Et dans ce cas-là, la principale propriété de la lumière, c'est la longueur d'onde. Dans le dessin du bas, vous voyez tout le spectre de longueur d'onde entre les rayons gamma et les ondes radio, et vous voyez qu'une petite partie de cette lumière, elle est dans ce qu'on appelle le visible, avec une longueur d'onde entre 400 et 750 nanomètres. Et là, il y a toutes les couleurs auxquelles on est habitué, le violet, le bleu, etc., jusqu'au rouge. Il y a des longueurs d'onde, donc ça, notre œil est habitué est performant, et est sensible à ces longueurs d'onde. Ensuite, vous avez des longueurs d'onde supérieures, l'infrarouge, la micro-onde et puis les ondes radio, et des ondes beaucoup plus courtes, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. La deuxième manière de parler de la lumière, c'est le modèle corpusculaire, c'est de dire un faisceau lumineux, c'est un ensemble de photons. Un photon, c'est une particule qui n'a pas de masse, mais qui a une énergie. Et le lien entre les 2 théories est qu'il y a une relation entre l'énergie et la longueur d'onde. Et il faut savoir que plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie du photon est élevée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, un photon de l'ultraviolet est plus énergétique qu'un photon de la lumière visible, qui est lui-même plus énergétique qu'un photon de l'infrarouge. Alors, deuxième petit rappel concernant la lumière. La lumière, en général, un rayon lumineux, n'est pas monochromatique, c'est-à-dire c'est un ensemble de photons qui ont des longueurs d'onde différentes. Et il est intéressant de savoir quelle est la répartition de l'énergie en fonction de ces longueurs d'onde. Et ça se fait grâce à un diagramme qu'on appelle le spectre de la lumière. Bon, marche pas. Attendez. Bon, je vais me passer de mon rayon laser, vous voyez. Par de lumière, les rayons laser ne fonctionnent pas. Ah. Bon, c'est pas grave. Une source importante de photons, c'est le rayonnement thermique. Alors, ce qu'il faut savoir là, c'est qu'un corps solide ou un liquide ou un gaz suffisamment dense, uniquement par son existence à une certaine température, émet de la lumière. Et, marche pas, si? Ah, bon. On peut donc faire pour un corps donné qu'à une certaine température, on peut décomposer cette lumière et voir quelle est l'intensité, l'énergie en fonction des longueurs d'onde. Alors, par exemple, vous avez cette courbe-là, cette courbe en jaune,
qui est le spectre du Soleil. Le Soleil, et les photons qu'il reçoit du Soleil viennent d'une couche particulière du Soleil, qui n'est pas très épaisse, qui fait quelques centaines de kilomètres, et qui est à une température de 5700 degrés. C'est à la périphérie du Soleil, c'est évidemment beaucoup moins chaud que ce qu'il y a à l'intérieur du Soleil. Et bien voilà la courbe. Et j'ai du problème. Et la courbe jaune, la courbe qui est ici. Et pour une étoile qui est plus chaude, par exemple à 10 000 K, ben, la courbe serait ici. Donc vous voyez que d'abord le spectre est décalé vers la gauche, c'est-à-dire vers des énergies plus importantes, et qu'elle émet plus d'énergie par mètre carré. En revanche, une étoile qui est moins chaude que le Soleil, par exemple à 3000 K, ben c'est l'inverse. Elle est décalée, la lumière qu'elle émet est décalée vers le rouge par rapport au Soleil. Et la lumière visible, évidemment, est juste à peu près, est juste là au sommet, au maximum du spectre du Soleil. Donc c'est l'évolution qui nous a donné cette propriété, cette caractéristique. Donc on va commencer maintenant notre parcours, notre discussion sur les nébuleuses, en commençant par les nébuleuses en émission. Alors, il y en a 3 familles, on va étudier les familles les unes après les autres. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une nébuleuse en émission? La définition est simple. C'est une nébuleuse, c'est un nuage dans lequel le phénomène principal, c'est l'ionisation de l'hydrogène. Autrement dit, il y a quelque chose, un phénomène dans l'espace qui génère des électrons, qui génère des photons, ultraviolets, d'énergie supérieure à l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire 13,6 électronvolts. Il peut y avoir plusieurs phénomènes qui produisent des photons de cette énergie. Il y en a 3 en fait, qui correspondent chacune à un type de nébuleuse. Il y a ce qu'on appelle les régions H2, les nébuleuses planétaires et les rémanents de supernova. On va donc commencer par les régions H2. Alors, on les appelle parfois nébuleuses diffuses, mais moi je ne vous conseille pas d'appeler ça nébuleuse diffuse, parce que ce terme diffus, déjà le mot nébuleux est un peu troublant, ça ne paraît pas très précis, très clair, et rajouter diffuse, c'est rajouter une couche à quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est vraiment pas clair dans l'esprit des gens qui souvent les utilisent, parce qu'en fait, ils signifient dans ce cas-là région H2 et d'autres nébuleuses. Donc je pense, moi je n'utiliserai pas le terme de nébuleuse diffuse. Alors pourquoi ça s'appelle... Dans cette région H2, la source de photons ultraviolets, c'est le rayonnement d'étoiles très chaudes. C'est tout. C'est assez simple. Alors pourquoi ça s'appelle région H2? Ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que vous avez des molécules d'hydrogène, H2, mais c'est H avec un petit 2. Vous avez des atomes, H. Un atome d'hydrogène, c'est simplement un proton et un électron qui tournent autour de l'atome. Si vous avez l'atome d'hydrogène ionisé, en fait, il ne reste plus que le proton tout seul et l'électron est parti, disons, au loin. Et c'est ça que les astronomes appellent région H2. Les astronomes ont l'habitude d'appeler les atomes comme les chimistes en ajoutant 1. Et après, ils mettent le nombre d'atomes, le nombre d'électrons qui sont partis, qui ont été ionisés. Donc H2, ça veut dire un atome d'hydrogène ionisé. Alors qu'est-ce que c'est que ces étoiles très chaudes? Ce sont des étoiles très massives et elles ont une courte durée de vie. Alors, exemple, dans ces régions, la température des étoiles, elle est de l'ordre de 20 000 à 50 000 K. Et c'est beaucoup plus que le Soleil. Je vous avais dit, c'est 5700 pour le Soleil.
La température de la région H2, elle est élevée, mais beaucoup moins élevée quand même, c'est 10 000 K. Les dimensions de ces régions, elles sont en fait très variables. Quelques années, elles se chiffrent en quelques années-lumière, plusieurs centaines d'années-lumière. Ces régions sont essentiellement composées d'hydrogène, enfin ça on pourrait dire ça un peu de toutes les nébuleuses. La densité, c'est quelques unités à quelques millions d'unités par centimètre cube. Autrement dit, c'est quand même assez variable. Et la masse, de 100 à 10 000 masses solaires. Vous voyez que même si ces nébuleuses sont très peu denses, elles sont tellement grandes qu'elles peuvent avoir des masses tout à fait considérables. Au total, il faut quand même faire 10% de la masse des étoiles. Ce n'est pas rien. Donc, évolution, comment une région H2 évolue? Il faut d'abord créer les étoiles massives. Alors les étoiles, on verra ça à la fin, elles sont formées par effondrement d'un nuage moléculaire. En général, un nuage crée plusieurs étoiles. Et vous avez dans ces plusieurs étoiles, il y a beaucoup d'étoiles moyennes. On appelle étoiles moyennes des étoiles de l'ordre qui sont inférieures, dans le masse inférieure à 8 masses solaires, et quelques étoiles massives. Et là, ce sont les étoiles massives qui nous intéressent. Ensuite, la région, une fois que les étoiles massives sont créées, la région va vivre sa vie, si vous voulez, et elle va rayonner. Alors, il y a deux phénomènes qu'on va préciser. Le phénomène de photoionisation, qui va expliquer comment l'hydrogène est ionisé par les rayons ultraviolets, et un phénomène de recombinaison qui va émettre les raies que l'on va voir après dans les spectres. À un moment donné, ces étoiles vont mourir. Je vous ai dit, elles ont des courtes durées de vie. Donc, quand les étoiles massives meurent, la région H2 meurt également. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les étoiles vont finir par mourir un jour. Et donc, il va se créer les étoiles ionisantes vont disparaître en premier, et les étoiles vont rester, elles vont former un amas ouvert vers un groupe d'étoiles, et qui va avoir tendance à se disperser au bout d'un certain temps. Voilà. Alors, parlons rapidement de ce que c'est que la photoionisation. Donc, pour le moment, on a une étoile chaude qui émet dans l'ultraviolet. Donc, ça veut dire qu'elle émet des photons dont l'énergie est supérieure à 13,6 électronvolts, ce qui correspond à une longueur d'onde de 91 nanomètres. Et ça, c'est inférieur aux 450 nanomètres du visible. Donc, vous voyez que c'est bien de l'ultraviolet, et c'est bien des photons que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. À partir, donc l'étoile émet ses photons, et que ces photons rencontrent des atomes d'hydrogène et les ionisent. À partir d'une certaine distance, le photon va forcément rencontrer un atome d'hydrogène, et les photons ont disparu. Et c'est ce qui explique que c'est comme ça qu'on peut calculer le rayon d'une région H2. Alors, on ne va pas faire les calculs, mais on va voir les ordres de grandeur qui résultent de calcul. En bas, je vous ai mis les caractéristiques du Soleil, les 5700 K. La masse, c'est une masse. La durée de vie, c'est entre 10 milliards d'années, c'est même un peu plus. Et la luminosité, c'est une luminosité. Et nous ne sommes pas dans une région H2. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Alors ensuite, on va pas regarder toutes les lignes, on va regarder une étoile de 22 000 degrés. Elle a une masse de 8 masses solaires. Sa durée de vie, c'est 41 millions d'années seulement. Il y a une différence énorme avec nos 10 milliards d'années. Elle est déjà lumineuse comme 3000 fois le Soleil. Et le rayon de la région H2 qu'elle génère est de 3 années-lumière. À l'autre extrémité, si on prend une étoile encore plus chaude, de 47 000 K, sa masse est 55 masses solaires, elle ne vit que 3,7 millions d'années,
extrêmement peu. Sa luminosité, c'est 480 000 luminosités solaires, et sa région H2, c'est 78 années-lumière. Alors évidemment, ce genre de calcul, enfin les calculs qui sont derrière ce tableau sont approchés, mais les ordres de grandeur sont parfaitement exacts. Donc pour le moment, on a généré des photons très énergétiques et qui ont ionisé l'atome. On se retrouve avec des photons et des électrons. Est-ce qu'on va rester comme ça? Eh bien non, parce que les électrons vont se recombiner avec les protons pour minimiser l'énergie de l'ensemble. Alors ça se fait, cette opération se fait d'une manière assez complexe, mais le résultat est extrêmement simple. La recombinaison majeure, elle est d'un niveau d'énergie qu'on appelle le troisième niveau, au second niveau, et la raie qui est émise est à 653 nanomètres, ce qui est du rouge. Et c'est pour ça qu'on va voir nos régions H2, parce qu'en fait, la raie principale est dans le rouge, qui est donc visible. Alors, est-ce que dans les régions H2, il n'y a que cette raie qui est émise? Ben, la réponse est non, parce qu'il n'y a quand même pas que de l'hydrogène. Là, on a parlé de l'hydrogène, mais vous avez également d'autres éléments. En particulier, il y a de l'oxygène, un peu d'oxygène, un peu de silicium, un peu d'azote, etc. Ces atomes, ils sont également ionisés. Et il y a un phénomène un peu comparable, c'est-à-dire qu'ils sont ionisés et après les électrons se recombinent au noyau pour avoir une plus grande stabilité. Alors, on appelle ces raies des raies interdites. Pourquoi? Puisqu'en fait, elles existent et on les observe. C'est parce qu'on ne peut pas les produire en laboratoire. Parce qu'en laboratoire, le vide n'est pas assez poussé et les temps de choc entre les particules est inférieur au temps d'émission de la raie. Et autrement dit, la désexcitation se fait par des chocs et non pas par l'émission. Donc la raie ne peut pas être émise. La diminution, si vous voulez, de l'énergie suit un autre mécanisme. Et pendant longtemps, évidemment, il a fallu avoir des modèles extrêmement poussés de mécanique quantique, en fait, pour comprendre ce phénomène. Alors, il y a de nombreuses raies comme ça, même la plupart des raies, en fait, sont interdites. Donc là, j'en ai noté les principales. L'oxygène. Là, on met ces raies en général avec, donc, O3 par exemple, avec des crochets. Donc, le crochet signifie que c'est interdit, et O3 signifie que c'est un atome d'oxygène avec 2 électrons en moins. J'applique la règle dont j'ai parlé au début. Là, j'ai cité d'autres raies, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Alors, tout ça peut paraître peut-être un peu abstrait, mais vous allez, je pense, mieux comprendre. Ça va devenir plus concret quand on va voir un spectre d'une nébuleuse. J'ai choisi une nébuleuse qu'on voit dans l'hémisphère sud, uniquement en fait parce qu'il y a un spectre avec des couleurs, ce qui me semblait plus agréable. Donc c'est la nébuleuse Eta Carina. Eta Carina, c'est une étoile très massive qui fait donc une masse entre 100 et 150 masses solaires. C'est une des plus grosses étoiles connues dans la galaxie. Sa température, c'est 80 000 K. Vous voyez qu'on est même au-delà du tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Sa luminosité, 4 millions de luminosités de bleu solaire. Et elle est visible à l'œil nu, disons tout juste. Et donc elle émet évidemment ces photons très énergétiques.
le diamètre apparent de la nébuleuse est 3 degrés par 3 degrés, ce qui est énorme. Et donc le diamètre réel, c'est 420 années-lumière. Donc c'est bien supérieur aux exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Et quel est le spectre? Ben, il est représenté là. Vous avez la raie H-alpha. Vous voyez qu'elle est largement dominante. Vous avez ensuite des raies H-bêta, H-gamma, H-delta qui sont là en décroissant, qui résultent également de la recombinaison de l'atome d'hydrogène. Et la deuxième raie en importance, c'est la raie interdite, O3, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tous les spectres des régions H2 ressemblent à ça. En réalité, une raie H-alpha très importante et d'autres raies qui le sont moins. Donc cette raie H-alpha, qui est dans le visible, eh bien, elle permet, elle permet de faire la carte des régions H2 dans la galaxie. Et c'est relativement facile, du moins en théorie, puisqu'on a une raie qui est bien spécifique pour ces régions. Donc c'est ce qu'on a fait, cette carte, vous l'avez là sous les yeux. Donc ça c'est une carte de la galaxie, c'est un petit peu comme une carte de Mercator, si vous voulez, avec une longitude, donc il y a 180 degrés à l'ouest et 180 degrés à l'est, et puis une latitude, un équateur, 0, et puis une partie nord et une partie sud. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que les régions H2 sont pratiquement toutes dans disons, au centre, au milieu, dans le plan, dans le disque de la galaxie. En gros, ça ne dépasse pas 20 degrés de latitude nord au sud. Si on met en plan ces régions, on obtient la carte que vous avez là, qui permet de voir en particulier les 4 bras de la galaxie, de notre galaxie. Chaque petit point là est une région H2. Donc si on est capable, tout cela veut dire que finalement on est capable, grâce à cette raie H-alpha, de compter les régions H2 dans la galaxie. Mais si, comme on connaît également l'âge, la durée de vie en gros d'une région H2, d'une étoile très massive, eh bien on peut calculer, et qu'on connaît le pourcentage d'étoiles très massives par rapport aux étoiles qui sont pas massives, mais ça permet de calculer ce qu'on appelle le taux de formation d'étoiles dans une galaxie, c'est-à-dire le nombre d'étoiles qui sont créées dans une galaxie. Donc on l'a fait évidemment pour notre galaxie, et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que c'était un nombre qui était très petit, qui était que de l'ordre, on va dire, de 3. 3 étoiles, en tout cas inférieures à 5. Tous ces calculs sont évidemment approchés, mais ce qu'il faut s'intéresser à l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est notre galaxie. Alors vous voyez que notre galaxie, elle contient environ 200 milliards de galaxies. Et actuellement, on n'en crée que quelques-unes par an. Donc ça veut dire qu'on en crée beaucoup moins que ce qu'on a créé il y a des milliards d'années. Et à la fin de l'exposé, je essaierai de vous expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi le nombre de créations d'étoiles a chuté pour devenir aussi peu que quelques unités par an à notre époque. Alors, maintenant on va passer à quelques exemples peut-être que je me dépêche, quelques exemples de région H2. La nébuleuse d'Orion, M42, qui est une grande nébuleuse. Bon, on va pas passer en détail à chaque fois les températures, on va mettre le document sur le site. Ceux qui veulent regarder les détails pourront vérifier que les températures sont toujours très élevées, que les masses dépendent des rayons, etc. Donc ça, c'est une image qui a été prise par Stéphane
vous voyez là une région H2, la grande, vous en voyez une autre qui est ici, qui est séparée, et là vous avez une autre, une galaxie, une nébuleuse par réflexion. Dans cette galaxie, dans cette nébuleuse, on peut observer les étoiles, les sources ionisantes. On les observe très bien. Galilée les a même observées. Et il en a observé 3, puis on en a trouvé 4, puis en fait, maintenant on en a trouvé 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un diamètre de 4 années-lumière, dans cet amas, il y a 1000 étoiles. Et vous voyez la différence avec notre situation. Nous, quand on fait 4 années-lumière, on rencontre une étoile, une seule. Et là, il y en a 1000 dans un diamètre de 4 années-lumière. Et c'est pour ça que les régions H2, on les appelle souvent des pouponnières d'étoiles, parce que ce sont des régions qui ont un grand nombre d'étoiles qui naissent. Et là, j'ai mis les caractéristiques de la plus brillante, de la plus massive, mais on va continuer. Une autre, on étudie ce qu'on appelle des proprides, puisque les étoiles massives sont dans un nuage sont celles qui se créent le plus rapidement. Mais autour, il va y avoir un tas de petites étoiles qui vont être créées après. Et une fois que l'étoile est créée, il y a des planètes qui doivent être créées à partir d'un nuage. Et donc là, vous avez les 4 étoiles dont je vous ai parlé. Et là, ce sont les autres étoiles qui sont des proto-étoiles, qui sont des étoiles très jeunes et qui sont entourées d'un nuage qui est un protoplanétaire. Donc les planètes sont toujours créées par les étoiles, mais les planètes sont en cours de création. Et donc les télescopes sont capables, enfin pas les petits télescopes d'amateurs, mais les télescopes de professionnels sont capables là d'étudier ces proplides un par un, et d'étudier leur dimension, leur vitesse, et il y en a 180. Ils en ont trouvé 180. C'est quand même assez considérable. Alors ce sont des objets qui sont évidemment beaucoup plus petits, ils sont plutôt de la dimension d'un système planétaire. Et ce qu'ils ont observé, c'est le phénomène de photoévaporation. Vous imaginez bien que si ces étoiles massives, en émettant ces photons très énergétiques, ionisent l'hydrogène, eh bien en fait, ils attaquent également la poussière, autrement dit, ils attaquent les proplides. Et ils les ionisent également, et donc le proplide, il devient de plus en plus petit, il est réduit de taille. C'est un phénomène qu'on va voir d'ailleurs ailleurs. Donc voilà pour les proplides, pardon. Alors une autre image de la SML, une belle image, avec 2 régions H2, la lagune et la grosse là, et la trifide là, ça ce sont des nébuleuses que vous verrez tout à l'heure dans les télescopes. On les prend souvent ensemble parce que là, il y a combien de quelques degrés, je crois que c'est 2 degrés, qui séparent les deux objets. Et 2 degrés, c'est l'équivalent de 4 lunes pleines. Ici, on pourrait mettre, il faut imaginer, 4 lunes pleines. Vous voyez, ce sont des objets qui sont très proches les uns des autres. Ici, pour la M20, vous pouvez remarquer que donc, la nébuleuse est là. Ici, vous avez une nébuleuse obscure à l'intérieur, qui est sombre, et puis là, une nébuleuse par réflexion qui est bleue. Alors, bon, là, ce sont les détails de ces nébuleuses, mais je ne veux pas. Vous pourrez vérifier que les températures, tous les chiffres correspondent à ce que je vous ai raconté avant. Bon, là, c'est une autre image où il y a des nébuleuses H2.
Vous voyez que lorsqu'on les prend en couleur, elles sont rouges, mais ça, on sait pourquoi. Vous voyez aussi qu'elles sont quand même différentes. Regardez celle-ci, elle est grande, celle-là, je pense que ça fait une centaine d'années-lumière. Et au milieu, il y a un vide. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement il y a eu des vents, il y a les étoiles ionisantes ont émis des vents et ont fait carrément disparaître tous les gaz, si bien qu'il y a une sorte de trou au milieu. Alors, on peut voir des régions H2 en dehors de notre galaxie. On en voit dans les nuages de Magellan, on les voit très bien. Et là, je vais donner comme exemple la galaxie du Triangle, dans laquelle il y a la nébuleuse NGC 604, qui est théoriquement la plus grande nébuleuse que l'on connaisse. Elle ferait 1500 années-lumière de diamètre. Donc la nébuleuse, la galaxie M33, c'est une galaxie satellite de M31. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Et les sources ionisantes, c'est, vous voyez, on a repéré 200 étoiles de 15 à 60 masses solaires, donc à la distance de 3,5 millions d'années. En fait, ça c'est une image de la galaxie M33. C'est une petite galaxie, mais qui est spirale. Et en fait, quand on voit une galaxie spirale et ses bras, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les régions H2. Et là, vous avez cette nébuleuse qui est un de ces petits points qu'on voit. Voilà, alors on va passer à un autre type de nébuleuse qu'on appelle de région H2, qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Là, la source ionisante est simplement une étoile et une géante rouge en fin de vie. Alors, comment ça se présente? Ça se présente, c'est plus simple de cette manière, ça se présente comme ça. C'est-à-dire, vous avez c'est en général à symétrie sphérique et avec des couleurs qui sont variables. Ce sont des objets extrêmement appréciés des astrophotographes et vous verrez beaucoup d'images parce qu'il y a de jolies couleurs et c'est très beau à voir. C'est Charles Messier qui a découvert la première, la nébuleuse M27 qu'on appelle Lambert. Et alors pourquoi ça s'appelle nébuleuse planétaire? Ce terme est très trompeur. Il a été donné par le grand astronome Herschel en 1800, parce qu'en fait, il a été le premier à les observer, disons, sérieusement, et il trouvait que ça ressemblait aux planètes géantes qui sont aussi teintées de bleu. Et il a appelé ça nébuleuse planétaire, mais ça n'a rigoureusement rien à voir avec les planètes. Mais le terme est resté. On en connaît 3500 actuellement, mais on pense qu'il y en a beaucoup plus, 20 000. Bon, on ne va pas... quelle est l'évolution d'une étoile de masse moyenne? On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, pour simplifier, une fois que quand l'étoile est créée, elle est sur ce qu'on appelle la séquence principale. C'est-à-dire que l'hydrogène se transforme en hélium, et c'est la séquence où est le Soleil. C'est une séquence où l'étoile est en équilibre et qui dure extrêmement longtemps pour le Soleil, disons entre 9 et 10 milliards d'années. À un moment donné, il n'y a plus assez d'hydrogène au cœur, ou trop d'hélium si vous voulez, et l'étoile est perturbée. Et elle devient ce qu'on appelle une géante et supergéante. Là, c'est un processus complexe qui se traduit par l'hélium finit par brûler. Le carbone il produit du carbone et de l'oxygène. Et l'étoile, le cœur se contracte, l'étoile augmente en diamètre et il perd une partie de sa masse. Autrement dit, il y a de la matière qui s'échappe de l'étoile. À un moment donné, la température augmente beaucoup.
Et c'est là, quand elle atteint un certain niveau, eh bien c'est là qu'il y a une sorte de région H2 qui se forme autour de l'étoile. L'éjection des couches continuent. À un moment donné, quand même, les réactions nucléaires s'arrêtent. Et là, la température de l'étoile finit par diminuer. Et à un moment donné, si vous voulez, l'étoile n'est plus assez chaude pour ioniser l'hydrogène. Et c'est la fin de la séquence de nébuleuses planétaires. C'est pour ça que ces nébuleuses planétaires, ce sont donc se situent entre des séquences qui sont longues dans la vie de l'étoile. Et la durée, je crois qu'on voit ça. Voilà. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces nébuleuses? D'abord, elles sont beaucoup plus petites que les régions H2. Elles ne dépassent pas pratiquement quelques années-lumière. Elles ont des masses qui sont aussi beaucoup plus faibles, hein, puisqu'on parle d'une étoile qui n'est pas énorme, et elle n'éjecte pas toute sa matière, elle éjecte une partie de sa matière. La densité est variable, la vitesse d'expansion, la vitesse d'éjection de la matière, c'est assez faible, de l'ordre de 20 à 25 km par seconde. En revanche, la température de l'étoile est extrêmement importante. Elle est supérieure, elle peut être supérieure aux étoiles précédentes. La température va monter jusqu'à 200 000 K, 200 000 degrés. Donc le niveau d'ionisation est supérieur au niveau d'ionisation des régions H2. Un mot sur la découverte sur la fausse découverte du nébulium. Ben, au XIXe siècle, il y a un astronome qui a vu une raie interdite dans les nébuleuses l'œil de chat. Et on ne savait pas que c'était une raie interdite. Et on a découvert, il a cru que c'était un nouveau corps. Il l'a appelé nébulium. Et puis, 50 ans après, et même plus, bien, on s'est rendu compte que le nébulium n'existait pas. C'était simplement la raie interdite au 3. Il ne sera pas interdit de voir l'œil de chat tout à l'heure dans la coupole. Comment? Il ne sera pas interdit de regarder l'œil de chat. On vous la montrera après la coupole. Ça fait partie des objets programmés pour tout à l'heure. Très bien. Alors, ça c'est donc la première nébuleuse, ça c'est une image de la SAML, et ça c'est Dumbbell, c'est la première nébuleuse qui a été observée par Messier. La température c'est 85 000 K. Et là vous avez son spectre, et là vous voyez le H-alpha est beaucoup plus faible que dans et la raie la plus importante c'est la fameuse raie O3 que le malheureux astronome avait pris pour un corps nouveau. Bon, voilà une autre nébuleuse, voilà une autre image de la SAML, une nébuleuse qui s'appelle l'hélice. C'est une des nébuleuses les plus proches du Soleil et qui est les plus étudiées. Je vais vous montrer pourquoi après. Elle est, vous voyez, qu'à 650 années-lumière. Son diamètre, c'est 2,6 années-lumière, donc ça rentre dans les chiffres que je vous ai donnés avant. Et son âge serait de 10 000 ans. Sa densité, 60 par centimètre cube. L'étoile ionisante, elle aurait 117 000 K. Et c'est beaucoup plus chaud, c'est vraiment très chaud. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette nébuleuse, à part le fait que, je ne sais pas si c'est vraiment une hélice, mais enfin on a l'idée de deux arcs qui se croisent, et c'est pour ça qu'on a donné le nom d'hélice. C'est qu'on observe ce qu'on appelle des nœuds cométaires. Donc ces nœuds cométaires, ce sont des filaments qui sont dans la nébuleuse et que l'on peut observer. Là, c'est une observation sur le HST, donc c'est un télescope spatial de 2,50 m. C'est évidemment un matériel très, très lourd. Ce sont donc des régions très denses et qui ressemblent à des comètes. C'est pour ça qu'on a appelé ça des nœuds cométaires. Il n'y a pas que dans Helix où on en a vu partout où on peut, dans toutes les nébuleuses planétaires qui sont assez proches de la Terre. Alors il y en a un nombre considérable
Helix, il y en avait de 20, il y a des astronomes qui disent 20 000, il y en a d'autres qui disent 40 000. Évidemment, on ne les compte pas, mais c'est visiblement beaucoup. Il y a également beaucoup de photoévaporation, ça c'est le même phénomène que ce que je vous ai déjà décrit. Il est évident que l'étoile qui est à 116 000 degrés, elle évapore ces amas de matière qui, donc, qui ont une masse qui diminue. Alors, la question qui n'est pas réglée, qui n'est pas bien résolue encore par les astronomes, c'est de savoir quand cette matière a été projetée. Est-ce qu'elle a été projetée lorsque l'étoile était en phase de géante rouge ou en phase de nébuleuse planétaire? Donc le débat actuellement porte, un des débats en tout cas porte sur ce thème-là. Bon, quelques images. Vous voyez que ces nébuleuses, elles sont toutes très belles. Elles ont donc une espèce toujours de symétrie sphérique, mais qui n'est pas parfaite. Il y a souvent quand même des aspects dissymétriques. Ce sont des ovales. Par exemple, les couleurs sont variées. Alors, les couleurs sont variées parce que les atomes qu'il y a à l'intérieur de la nébuleuse ne sont pas les mêmes en fonction des étoiles, et les raies ne sont pas les mêmes. Beaucoup sont invisibles, c'est pour ça que ça fait ces belles images. Là aussi, je crois que l'œil de chat, vous allez le voir, je crois que la lyre également, elle est prévue au programme. Voilà notre cycle d'images prise par la SAML. Et là, on pourrait terminer, en fait, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Bon, on va passer maintenant aux rémanents de supernova, qui sont également des nébuleuses en émission. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rémanent de supernova? C'est un reste de matière éjecté par une explosion de supernova. Une explosion de supernova, c'est un phénomène extrêmement énergétique, 10 puissance 44 joules en moyenne, ce qui signifie que c'est l'équivalent de l'énergie émise par le Soleil pendant 8 milliards d'années. Donc ça donne une idée de la puissance de ces phénomènes. Une partie de l'énergie est transformée de l'énergie cinétique. La masse éjectée elle est évidemment importante, supérieure à la masse du Soleil, et les vitesses d'éjection sont énormes, au moins de l'ordre de 10 000 km par seconde. Alors, rien à voir avec nos 25 km par seconde de nébuleuses planétaires. Donc la luminosité, elle croît considérablement, puis elle décroît assez rapidement. C'est un phénomène rare dans notre galaxie, malheureusement rare. Dans notre galaxie, il n'y a guère qu'une supernova tous les 50 ans. On connaît 250 rémanents, et dans l'univers entier, on en connaît 6000. Il y a deux familles, il y a deux process qui peuvent conduire à une supernova, soit l'effondrement d'une étoile massive, soit la création de matière par une naine blanche. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc on appelle une étoile massive une étoile supérieure à une masse solaire. Au cours de sa existence, l'étoile d'abord transforme l'hydrogène en hélium, puis pour les étoiles massives, la fusion va beaucoup plus loin jusqu'au fer. Et elle s'arrête au fer. Donc à un moment donné, vous avez un cœur de fer, et on ne peut pas aller plus loin. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un effondrement, et il y a une véritable, parce que l'étoile ne peut plus résister à la pression de toute la partie extérieure de l'étoile, et il y a donc une implosion. Et le cœur se transforme soit en étoile à neutrons, soit en trou noir. Ensuite, eh bien, la masse de l'étoile tombe sur le noyau, et ce qui crée une explosion. Et c'est là où la masse est éjectée dans l'espace. La plupart de l'énergie, en fait, n'est pas d'énergie cinétique, c'est de l'énergie qui est dans la formation des neutrinos.
Parce que quand on dit qu'il y a l'effondrement du cœur de fer, ça veut dire essentiellement que ce sont des protons qui sont transformés en neutrons. Et la réaction, elle produit également des neutrinos. Les neutrinos sont des corpuscules, si vous voulez, qui sont très particuliers. Ils ont une masse mais extrêmement légère et ils ne sont pas du tout arrêtés par la matière. Et notre corps, par exemple, est traversé de milliards de neutrinos par seconde et par centimètre carré. Et on ne le ressent absolument pas, évidemment. Donc l'univers est absolument rempli de neutrinos. Et là, la plupart de l'énergie, elle est sous forme de neutrinos. Le deuxième phénomène qui est plus rare, ce sont les supernovas de type 1A. Donc on a vu ce que c'était qu'une naine blanche, et on peut démontrer qu'une naine blanche ne peut pas avoir une masse supérieure à une masse limite qui est de 1,4 masse solaire. Or, pour la plupart des naines blanches, ils ont donc leur masse inférieure à 1,4 masse solaire, puis elles continuent à vivre comme ça. En revanche, si vous avez une autre étoile, un système binaire, avec une autre étoile qui est assez proche de la naine blanche, il peut y avoir de la matière de l'étoile qui tourne autour de la naine blanche, qui est attirée par la naine blanche, donc sa masse grossit, et dans ce cas-là, la masse peut dépasser 1,4 masse solaire. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, une explosion thermonucléaire, et ce qui est un autre type de supernova. Là, toute la masse de la naine blanche est éjectée. Il ne reste rien. Il n'y a plus pas d'électrons, il n'y a absolument rien. Tout disparaît dans l'espace. Ce sont... Je sauve rien. Non. Ce sont des phénomènes qui sont complexes. Et une supernova est un phénomène vraiment complexe. La seule chose qui est, disons, facilement appréciable, c'est les variations des différents paramètres. La température, elle varie, vous voyez, de 100 millions de K à, je crois que c'est 10 000 K. Donc, évidemment, au cours de la vie du rémanent, la température diminue drastiquement. La vitesse passe de 10 000 km par seconde à 10 km par seconde. Donc évidemment, la vitesse du nuage, du front d'onde diminue, et le rayon va jusqu'à 120 années-lumière. Et la durée de vie du rémanent est relativement longue, quelques centaines de milliers d'années. Là, sur ce diagramme, qui est théorique, on trouve que on suppose que c'est 300 000 ans. Donc c'est beaucoup plus long que la durée de vie d'une nébuleuse planétaire. Cependant, c'est quand même fini. C'est relativement court par rapport à l'âge de l'univers, par exemple. Alors, des exemples. La dentelle du cygne, c'est un rémanent. Donc je crois que vous la verrez également, d'ailleurs, tout à l'heure. Ça, c'est une image qui est prise dans le visible par la SAML. Et ça, c'est une image qui est prise, je ne vois pas trop bien, mais qui est beaucoup plus, je crois que c'est en ultraviolet. Donc vous voyez que évidemment, c'est plus on voit que dans le visible, on ne voit pas tous les détails qu'on voit ici. Et on voit que dans ces grands ensembles, il y a des nébuleuses, il y a des parties qui sont plus petites et plus précises. C'est ce que je vous disais, dans une nébuleuse, on peut rencontrer d'autres nébuleuses. Un autre rémanent qui est relativement curieux parce qu'il est dissymétrique. C'est deux coquilles qui sont, dont l'une est beaucoup plus large que l'autre. Et on suppose que l'interprétation, c'est que la densité du gaz qui était autour de l'étoile qui a explosé n'était pas uniforme. Elle était plus dense d'un côté que de l'autre. Et évidemment, ça a avancé moins vite là où c'est dense que là où ça ne l'est pas. Donc là, vous avez aussi deux images dans le visible et là
en infrarouge. La nébuleuse du Crabe, c'est la nébuleuse, elle est célèbre parce que c'est le rémanent d'une supernova historique qu'on appelle SN 1054, qui est donc exposée en 1054. C'est la première observation écrite d'une nébuleuse. Elle a été observée par les Chinois et les Japonais, et pas par les Européens, assez curieusement. Mais on pense que vraiment, donc le rémanent il a été découvert du temps de Messier, fin du 18e, et ce qui est curieux, c'est qu'il l'a confondu avec la comète de Halley. Il attendait la comète de Halley, il a cru que c'était la comète de Halley, ce qui montre que c'est quand même pas évident de voir ce genre d'objet. Beaucoup plus récemment, on a trouvé le pulsar, c'est-à-dire l'étoile à neutrons, qui est au centre de cette nébuleuse. Bon, deux autres rémanents historiques, il y a Tycho Brahe et Kepler, ces deux grands astronomes, ont eu la chance, en 1572 et 1604, de voir des nébuleuses. Ils ne les ont pas découvertes, ils les ont observées et ont fait évidemment une description historique de ces nébuleuses. Et on peut toujours voir les rémanents, vous avez là des photos en bas, prises par les rayons X et en infrarouge. Un mot sur la nébuleuse 1987A, donc là on est très récent. C'est une nébuleuse dans le. Supernova, oui. C'est une. Donc c'est une supernova dans le Grand Nuage de Magellan, donc elle est visible dans l'hémisphère sud. L'intérêt de cette nébuleuse, de cette supernova, c'est que pour une fois, on a identifié, on connaît l'étoile qui a explosé. On ne l'avait pas étudiée particulièrement, mais on a quand même ses caractéristiques. Et il y a deux, donc vous imaginez bien qu'elle est étudiée avec beaucoup de soin. Il y a deux phénomènes qui ont été particulièrement observés. Et c'est la détection de neutrinos. On a découvert 24 neutrinos qui correspondent à l'explosion de cette nébuleuse. Je vous ai dit, les neutrinos, il y en a un nombre considérable, mais il est très difficile, ils n'agissent pas avec la matière, il est donc très difficile de les détecter. On a néanmoins des détecteurs sur Terre, il y en a très peu, mais là, on a détecté 24 neutrinos, alors qu'il en est, le nombre de neutrinos émis, c'est 10 puissance 58. Je trouve ça assez remarquable de précision. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces neutrinos sont très importants pour les astrophysiciens parce qu'ils résultent vraiment des réactions nucléaires directes. Ils sont émis par les réactions nucléaires. Les photons que l'on voit ne sont pas émis par les réactions nucléaires. Ils résultent évidemment des réactions nucléaires, mais il y a eu un tas d'intermédiaires, un tas de photons de moins en moins énergétiques pour arriver jusqu'à nous. Alors que là, on a des particules qui viennent vraiment du cœur. C'est pour ça que pour comprendre les réactions nucléaires, les neutrinos sont extrêmement utiles. Alors, donc ça c'est un résultat intéressant. Un autre résultat intéressant, c'est qu'on a découvert au bout d'un certain temps 3 anneaux, enfin des anneaux. Voilà un anneau interne et deux anneaux externes. Ça, ce sont des étoiles qui n'ont rien à voir avec la supernova. Et ce que l'on pense, c'est que la supernova le front d'onde éclaire, si vous voulez, tout ce qu'il y a autour de la supernova. Et il y avait des anneaux qui ont été, c'est de la matière, qui ont été émis probablement avant la supernova. On pense que c'est 20 000 ans avant. Et à un moment donné, quand la supernova, quand le front d'onde augmente, il se met à éclairer ces anneaux, et c'est que l'on a observé ici. Ici, vous avez un autre détail en fonction des anneaux. En revanche, une déception, c'est qu'on n'a pas encore trouvé l'étoile à neutrons qui correspondait probablement à cette supernova.
les amateurs jouent souvent un rôle important dans la détection des supernovas, parce qu'ils passent beaucoup de télescopes, ils passent beaucoup de temps à observer le ciel, et donc par hasard, il leur arrive de voir une étoile parce qu'il apparaît comme une étoile qui n'existait pas avant, mais en fait c'est une supernova. Donc là je raconte cette anecdote qui date de 2014. Là vous avez des élèves en Angleterre, à Londres, qui dans un télescope de 350 mm ont pris l'image de la galaxie qu'on appelle le cigare, la M82, et ils ont pris l'image, ils l'ont montré à leur professeur, et le professeur a dit il y a quelque chose qu'il connaissait bien l'image de M82, et il y a quelque chose qui normalement n'est pas. Et donc là c'était en fait une supernova qui avait explosé depuis un certain temps dans cette M82. En fait l'observation est faite le 21 janvier et l'explosion, le signal lumineux est dû arriver le 15 janvier. Et beaucoup d'amateurs ont fait l'image. Voilà deux images qui ont été prises par les CML. Le M82 avant l'explosion et puis le M82 après l'explosion. Alors je sais bien que là vous ne pourrez pas voir parce que vous êtes beaucoup trop loin, mais là vous avez deux petites flèches et si vous regardez de près, vous voyez en effet l'image, vous voyez le petit point blanc. La M82 n'est qu'à 11 millions d'années-lumière, ce qui est relativement proche pour une galaxie. Alors là je ne résiste pas à vous raconter une histoire qui est encore plus exceptionnelle. C'est un Argentin, Victor Buzo, qui avait, il y a 2 ans, acheté une nouvelle caméra et qui veut tester sa caméra. Et il pointe sur une galaxie, la NGC 613, à côté de Dénosaire. Il prend ses photos, ça dure à peu près 1 heure et demie. Et il regarde les photos. Et sur la première photo à 1h44, donc on voit la galaxie, une belle galaxie spirale, on l'avait pas. Et quand il compare la photo à 1h44 et 2h40, il voit qu'il y a une tache qui est apparue. Et donc il panique un peu, il appelle les copains et il prévient les astronomes professionnels qui pointent avec leur gros télescope et ils disent oui, il y a effectivement tu as découvert l'explosion d'une supernova. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris des magnitudes, donc quand il a fait ses relevés, les professionnels ont fait également des relevés de magnitude avec très peu de temps, là il y a peut-être une demi-journée simplement d'écart, et ce qui permet donc de suivre la courbe de la magnitude à l'explosion de la supernova, et ça c'est extrêmement rare. Ce qui est assez inimaginable, c'est que cette supernova est à 66 millions d'années-lumière. Donc à 66 millions d'années-lumière, il est tombé dans l'heure où il a vu ce phénomène se produire. Il y avait encore c'était la fin des dinosaures. Alors, nébuleuse par réflexion, là je vais aller très vite parce que elles ne sont pas très belles. Donc, ce sont des nuages de poussière et de gaz qui diffusent la lumière par les étoiles environnantes. Donc, les étoiles environnantes, si vous voulez, ne sont pas assez chaudes pour ioniser ce qu'ils ont pour tout. Mais la lumière, elle est diffusée, elle n'est pas réfléchie, hein, ce n'est pas le même phénomène. C'est-à-dire que lorsque la lumière tombe sur un grain de poussière, ben, elle est renvoyée, mais on ne sait pas dans quelle direction. Elle est renvoyée dans toutes les directions possibles. Alors que la réflexion, la direction est parfaitement connue. Donc ça s'appelle nébuleuse par réflexion, mais là encore, ce n'est pas un terme qui est bien choisi. On devrait les appeler nébuleuses par diffusion. Donc on fait quelles sont les caractéristiques de ces nébuleuses. D'abord, il faut elles sont beaucoup plus riches en poussière que les précédentes. Pour que la diffusion se fasse, il faut qu'il y ait suffisamment de poussière. Ce n'est pas les atomes qui diffusent, essentiellement c'est la poussière. Le spectre de la nébuleuse n'a rien à voir avec les autres spectres, parce que finalement c'est
spectre de l'étoile dont la lumière est diffusée. Donc ce n'est pas du tout le même genre de spectre. Dans le visible, la diffusion est plus importante dans le bleu, c'est pour ça qu'elle apparaît bleu. En fait, c'est un phénomène tout à fait comparable au bleu du ciel. Et la luminosité est faible, c'est aussi une raison pour laquelle il y a moins de photos, d'images. Alors voici un exemple dans la nébuleuse de Mérope. Donc là, on peut jeter un œil sur les températures de l'étoile. Mais elle fait que 14 000 K, ce qui est beaucoup plus froid que ce dont on parlait avant. Donc c'est une grande nébuleuse qui fait quand même 440 années-lumière. Donc là, vous voyez l'étoile, et puis là, vous voyez la nébuleuse. Donc, on va rentrer dans un... Voilà, donc là j'ai pris cette image, malheureusement là on ne voit pas du tout, mais là, dans ce diagramme vous avez le spectre de la nébuleuse et le spectre de l'étoile, et on voit que c'est, là on ne voit pas parce que la projection n'est pas bonne, mais on peut voir on peut observer que c'est exactement le même spectre, qui n'a pas du tout la forme, l'allure des spectres que je vous ai montré avant. Nébuleuse de la tête de sorcière, donc on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça. Vous voyez aussi la couleur, c'est tir dans le bleu, la température, des 1000 K de l'étoile Beta Orionis. En fait, c'est très beau. Ah, c'est très beau, oui. Je suis d'accord, ça aussi c'est très beau. Ça c'est une nébuleuse variable qu'on peut voir avec un télescope assez modeste. Bon, voilà d'autres images de nébuleuses. Donc vous voyez, elles sont, c'est le bleu qui domine, et on est souvent gêné par les étoiles justement qui éclairent, alors qu'on ne l'est pas pour les régions H2 parce qu'elles sont tellement chaudes qu'elles émettent peu dans le visible. Donc c'est bien pour l'astrophotographe. Alors que là, il est souvent gêné par ces grosses étoiles. Bon, là, il nous reste à peu près un quart d'heure pour les nébuleuses obscures. Donc les nébuleuses obscures sont des nébuleuses sombres. On les appelle aussi nébuleuses sombres ou nébuleuses d'absorption. Et donc dans le visible, elles diminuent ou même elles bloquent carrément la lumière qui vient des étoiles qui sont en arrière-plan. Alors quelles sont leurs caractéristiques? Elles ont des formes irrégulières, des dimensions extrêmement variables, vous allez voir, il y en a des petites, il y en a des immenses. Ce qui est important, c'est que la matière est avec beaucoup de poussière et des molécules. Là, on n'a plus d'ions, on est dans des nébuleuses froides, température inférieure à 100 K, donc c'est quand même assez froid. Et donc elles émettent dans l'infrarouge et le radio. Elles n'émettent pas dans le visible. Densité importante, plus le nuage est petit, plus la densité est importante. Elles peuvent s'effondrer et créer des étoiles. On les trouve en fait proches des régions H2, c'est-à-dire elles occupent un petit volume, 1% du volume simplement, mais elles ont un rôle fondamental puisque c'est là où naissent les étoiles. Alors parlons un peu de l'effondrement d'un nuage. Un nuage moléculaire est soumis à deux forces. Les forces de gravité qui ont tendance donc à le faire tomber au centre, et puis les forces de pression qui sont dues à l'agitation des molécules et des particules, et qui ont tendance au contraire à le disperser. Dans certains cas, les forces de gravité peuvent l'emporter. Ça dépend de la densité et de la température. Donc là encore, on peut faire des calculs, comme là évidemment on ne va pas faire, et ce qui veut dire que pour une certaine densité, on peut calculer la masse ou le rayon du nuage qui provoque l'effondrement. Par exemple, pour un nuage qui a la température 10 K, qui a une densité de l'ordre de 10 - 17 kg par mètre cube, ce qui représente 20 000 atomes d'hydrogène par centimètre cube, vous voyez, c'est quand même, on a pris une densité relativement élevée.
Ben, si le nuage fait 8 masses solaires, ou si son rayon est de 0,46 années-lumière, il va s'effondrer. Et le temps d'effondrement, c'est 380 000 ans. Alors là encore, ce sont des calculs très approchés, mais les ordres de grandeur sont justes. Alors, deux mots, quelles sont les molécules qu'on rencontre? Ben, la molécule H2. La deuxième molécule qu'on rencontre, c'est CO. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Et on connaît environ 200 molécules dans les nuages. Donc beaucoup de molécules organiques. Alors, ces molécules ont été découvertes en fait assez récemment, disons depuis 50 ou 40 ans. Les poussières, ce sont des grains qui sont plus petits, des regroupements autour de 10 000 atomes, 5 à 10 000 atomes, c'est donc des poussières fines de 0,1 micron. La masse des poussières, ce n'est que 1% de 10%, c'est-à-dire 0,1% de la masse de la galaxie. C'est donc quand même extrêmement faible. Ces grains sont essentiellement des silicates, des graphites, des carbures, de silicium. Donc c'est une chimie qui est très particulière, qui n'a pas grand-chose à voir avec la chimie, disons, que l'on a l'habitude de décrire avec les pressions, les températures courantes. Donc ces nuages, on ne peut pas les voir dans le visible. Alors vous avez là, par exemple, un nuage vu dans le visible. Et là, vous avez un nuage le même vu en ondes de radio. Donc c'est évidemment pas du tout la même chose. Dans la pratique, le traçage de la molécule H2, qui est la plus fréquente des molécules, est extrêmement difficile à obtenir. Et on trace en général la molécule CO. Il y a beaucoup moins de CO que de H2, mais c'est beaucoup plus facile de tracer CO, donc c'est ce que l'on fait. Parce qu'il y a une règle de recombinaison, en fait, qui est à 2,6 mm, qui est extrêmement pratique à utiliser. Donc voilà. Alors je vous ai dit, il y a plusieurs des dimensions qui sont très variables. Voilà un nuage géant. C'est le nuage moléculaire d'Orion, qui est, ça c'est une photo, qui est justement détectée par la molécule CO et qui est absolument gigantesque. Vous avez la nébuleuse d'Orion qui est ici, qui est déjà très grande. Vous avez le cheval, la tête de cheval, la nébuleuse Rosetta, je vous ai montré aussi. Et vous voyez donc ces nuages peuvent avoir des masses de 1 million de masses solaires, c'est quand même énorme. La température est toujours faible, les dimensions, ça peut aller jusqu'à 600 années-lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces grands nuages, ils se fracturent. Évidemment, ils se divisent en nuages. La densité ne peut pas être homogène, ne peut pas être sur des tailles comme ça ne peut pas être homogène. Donc, ils se fracturent et on va avoir des nuages plus petits. Alors, je vous parle de ce nuage qui est intéressant pour les astronomes. Alors, celui-là, vous ne risquez pas de le voir parce qu'il est pratiquement au centre de la galaxie, à 390 années-lumière de la galaxie. Il est totalement invisible, disons, par des moyens courants pour nous. Il est très, très gros et il est remarquable parce que c'est le nuage qui a le plus de molécules. Il contient le plus de molécules. Voilà le spectre de ce nuage. Chaque pic, c'est une molécule et il y a même des molécules là-dedans qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas identifiées, qui sont unknown, comme les Anglais disent. Donc ça, c'est un sujet de recherche actuel. Alors, parlons des globules de Bock. Les globules de Bock, c'est juste l'inverse. Ce sont des petits nuages qui sont, vous voyez, quelques dizaines de masses solaires seulement, des dimensions de l'ordre de quelques années-lumière, température toujours faible, des densités en revanche élevées, et ce sont les réels espaces, enfin ce sont des espaces d'effondrement et de formation d'étoiles. Alors voilà quelques exemples, ils sont donc apparaissent donc très noirs quand on prend une photo comme ça. Un globule de Bock particulier, c'est ce qu'on appelle le Barnard 68. Barnard, c'est un astronome qui
était très intéressé par les nuages moléculaires. Il a fait tout un catalogue et en général on utilise son catalogue pour nommer ce genre de nuages. Donc ça c'est un globule de Bock particulier. Vous voyez la photo là dans le visible, la photo dans l'infrarouge. On vous dit qu'il bloque la lumière de 3700 étoiles et que 1000 étoiles restent visibles en infrarouge. Alors qu'est-ce que l'on étudie avec l'infrarouge? On fait des cartes comme ça, ce qui permet d'étudier la densité de matière à l'intérieur du nuage. Et la densité de matière et les variations de magnitude. Donc ça c'est aussi un sujet d'étude des astronomes. Alors passons à les amateurs. Ça donne beaucoup pour les amateurs, ça donne un choix considérable de très belles photos. Voilà par exemple Barnard 33, qu'on appelle aussi la tête de cheval, une belle photo. Donc là vous avez en rouge une région H2, et puis là un nuage moléculaire qui a une tête de cheval, et c'est une photo sans doute les plus célèbres du ciel profond. Bon, là c'est simplement les caractéristiques des étoiles qui éclairent derrière, et si vous regardez, vous verrez que ça rentre dans ce que je vous ai dit avant. Autre belle photo, les piliers de la création. C'est dans ce qu'on appelle la nébuleuse de l'Aigle, voilà son image. Et là, vous avez des nébuleuses obscures qui sont là prises en infrarouge. Et vous voyez, c'est assez spectaculaire, c'est pour ça qu'on a appelé les piliers de la création. Et on les étudie de très près. La distance là, entre les piliers, c'est 5 années-lumière, et on est capable, avec les gros télescopes, de mesurer les dimensions de ces piliers. Et bien, on étudie et on a observé la photoévaporation, donc c'est toujours le même phénomène que je vous ai parlé avant. Donc il y a des étoiles qui attaquent, si vous voulez, les piliers de la création. Et leur espérance de vie n'est que de 3 millions d'années. Après, si rien ne se passe de différent, dans 3 millions d'années, ils seront disparus. Pour ça que je vous disais, tous ces objets ont des vies bien souvent éphémères. D'ailleurs, il y a des gens qui disent qu'on devrait les appeler les piliers de la destruction. Mais c'est moins poétique. Bon, dernière image de la nébuleuse du serpent. Alors pourquoi je la mets? C'est parce qu'en fait c'est une nébuleuse qui est proche de nous, 650 années-lumière. Vous voyez là le serpent. Et ce qu'on arrive à étudier dans ce serpent, ce qu'on essaie d'étudier, c'est la fragmentation du nuage. Donc dans ce serpent, il y a des sous-nuages, et dans ces sous-nuages, il y a des noyaux. Et on pense, donc en étudiant, si vous voulez, les densités, en étudiant l'intérieur de ce serpent, eh bien, on peut compter les sous-nuages et compter les noyaux, et donc deviner d'une certaine manière où vont apparaître les futures étoiles. Donc, par exemple, là, dans les sous-nuages P1 et P6, pour ne prendre que 2 exemples, on a donné leur température, leur masse, leur densité et le nombre de noyaux. Donc, ils sont quelque part là-dedans, je ne sais pas exactement où, mais on sait qu'à des endroits bien précis qu'on a repérés, et on pense qu'il va y avoir des étoiles qui vont naître à des endroits précis. Bon, je vais conclure maintenant. Donc j'espère que je vous ai convaincu qu'entre les étoiles, il y avait de la matière, il est toujours intéressant de regarder dans le visible et qu'on apprend également beaucoup de choses en dehors du visible, parce que les objets, ils ne mettent pas tous avec ne correspondent pas tous avec notre vision. Alors dans ce tableau, je voudrais conclure pour vous montrer le cycle d'échange de matière entre
les étoiles et le milieu interstellaire. Donc si on part d'une étoile comme la nôtre, je vous ai dit qu'elle vivait sous sa séquence principale. À un moment donné, elle devient géante, et puis elle devient une planète, une nébuleuse planétaire qui va donner une naine blanche, et puis qui va émettre, qui va souffler, si vous voulez, la nébuleuse planétaire qui va rejoindre la masse de gaz et de poussière disponible. Si vous avez une étoile massive, au-delà elle devient une supergéante, elle explose au supernova, ce qui devient une étoile à neutrons, qui devient un trou noir ou un trou noir, et elle éjecte également de la matière et de la matière dans des nuages. Donc finalement, vous voyez, les nuages récupèrent de la matière, mais ils en perdent parce qu'à travers ces nuages, il y a des étoiles qui se forment, et donc la matière qui est passée dans l'étoile, elle est plus dans le nuage. Alors quel est le bilan de tout ça? Eh bien, c'est que la masse du milieu interstellaire diminue. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, la matière qui passe dans les naines blanches, et puis dans les étoiles à neutrons et dans les trous noirs, elle est morte, si vous voulez. Et c'est pour ça, la matière, donc ces nuages, ils s'enrichissent en métaux, ils s'enrichissent en éléments complexes, enfin complexes de carbone, fer, etc. Mais la masse totale diminue, quand même diminue, le nombre d'étoiles qui sont créées diminue au cours du temps. C'est pour ça que notre galaxie crée beaucoup plus d'étoiles quand elle était plus jeune. Notre galaxie a presque l'âge de l'univers, elle est très vieille, très ancienne. Et donc le nombre d'étoiles maintenant qui sont créées est beaucoup plus faible qu'il y a 5 milliards ou 10 milliards d'années. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, si on a le temps de poser des questions.